Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette séance, on va étudier le chute verticale libre. C'est le deuxième chapitre de la mécanique concernant les applications des lois de Newton. Premièrement, le champ de pesanteur. Petit 1, force de pesanteur. Donc, tout objet situé au voisinage de la Terre soumis à son poids P, appelé force de pesanteur, qu'on peut l'identifier à la force de gravitation. 2. Le champ de pesanteur. On sait que l'expression du poids P, le vecteur poids égale à la masse M fois le vecteur de pesanteur G. Alors, G égale à P sur la masse M. Donc, G, c'est le vecteur champ de pesanteur. Quelles sont les caractéristiques du vecteur G? D'après cette relation, on constate que G et P ont la même direction et le même sens. Donc, vertical dirigé vers le bas. Donc, le point d'application, c'est le centre G de gravité du solide ou de l'objet. Le sens vers le bas, vers le centre de la Terre, la direction verticale, l'intensité G de pesanteur dépend au lieu considéré. Son unité, c'est dans le système international et le newton par kilogramme ou le mètre par seconde carré. On suppose ici un solide en chute verticale. Donc la représentation de P de centre d'inertie vers le bas, direction verticale. Aussi G, donc la direction est verticale, dirigée vers le bas. Remarque, la norme de G dépend de deux paramètres. Donc, d'après la relation qu'on a déjà démontrée en tronc commun, G égale à grand G, la constante de Cavendish, fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus l'altitude Z, le tout au carré. Donc, la norme G dépend de l'altitude Z, c'est-à-dire de la hauteur du solide par rapport à la surface de la Terre, et dépend aussi de l'altitude de sa position, car la Terre n'est pas tout à fait sphérique et donc le rayon terrestre varie. Alors G aussi, il va varier. On peut considérer pour des distances de l'ordre de kilomètres, c'est-à-dire au voisinage de la Terre, que le vecteur champ de pesanteur G reste constant, c'est-à-dire qu'il garde les mêmes caractéristiques, même direction, même sens et même intensité. On parle alors de champ de pesanteur uniforme. Grand 2, le chute vertical libre, c'est-à-dire sans frottement. Donc, définition. Un corps est dit en chute libre s'il n'est soumise qu'à son propre poids seulement, P seulement. C'est le cas d'un corps en chute libre dans le vide. C'est également valable lorsque les autres forces comme la poussée d'Archimède et les forces de frottement de l'air sont négligeables devant le poids P. Dans ce cas, on peut considérer que le solide est en chute libre. Petit 2. Étude de la chute verticale libre d'un solide. Dans cette partie, on va étudier le chute verticale. Petite 2. Étude de la chute verticale libre d'un solide. Dans cette partie, on va étudier la chute verticale de but de déterminer l'expression du vecteur accélération AG
l'équation différentielle du mouvement et l'équation horaire du mouvement. Donc, on va traiter cette partie sous forme d'une activité. Soit la chute libre d'un corps de masse m dans un champ de pesanteur uniforme du référentiel terrestre supposé galiléenne, c'est-à-dire les lois de Newton sont vérifiées. On supposera qu'à l'instant t égale 0, le centre d'inertie G du corps solide est animé d'une vitesse initiale V0 verticale vers le bas à partir du point O, le centre du repère. La première question, déterminer l'expression du vecteur accélération Hg. La deuxième, établir l'équation différentielle du mouvement. L'expression du vecteur Hg. Le solide soumise à son poids P seulement. C'est un chute libre. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, qui dit que sigma des forces extérieures égale la masse fois le vecteur accélération Hg. Donc, on va écrire P égale à la masse fois Hg. Donc, on va remplacer P par son expression. P égale à m fois le vecteur G, donc égal à m fois le vecteur accélération à G. Je vais simplifier par la masse m et on trouve finalement que le vecteur accélération Hg égale à le vecteur de champ de pesanteur G. De l'équation différentielle du mouvement, on a Hg égale à G. La projection de cette relation sur l'axe OZ dont AZ égale à plus G. On voit ici que G est parallèle par rapport à OZ, V de même sens. Donc AZ égale plus G. Et on sait que AZ c'est D de V Z sur D de T. C'est l'équation différentielle vérifiée par VZ. Ou on peut l'écrire de cette façon. D au carré de Z sur dt carré égale à plus G. L'équation différentielle vérifiée par l'abscisse Z. Donc ici on parle d'une façon générale. La question 3, établir l'expression de la vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire Vz de t. On ne va pas parler de Vy et Vx. La question 4, déterminer l'équation horaire du mouvement z de t et finalement déduire la nature du mouvement. La question 3, l'équation horaire du vecteur vitesse Vg. Vg étant la primitive de vecteur accélération Hg. Donc on a d de Vz sur dt égale à plus g. Par intégration, on trouve que Vz de t égale plus gt plus une constante, on va l'appeler C1. Pour déterminer si on utilise les conditions initiales. Mais après, à t égale 0, je peux écrire Vz de 0 égale plus g fois 0 plus C1. G fois 0, c'est 0. Donc, Vz0 égale à C1. Alors, je peux écrire directement sans faire la démonstration. Donc, toujours, Vz égale à plus Gt plus Vz0. Donc, toujours, la constante égale à la fonction à l'instant t égale 0. D'après les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0, le solide est lancé de l'origine O, c'est-à-dire que Z0 égale ZO égale 0.
Donc, le solide est lancé d'une vitesse V0 verticale vers le bas, c'est-à-dire que V0Z égale plus V0. Donc, point d'exclamation. Condition initiale jouant un rôle très important à la détermination des équations horaires. Donc, fais bien attention aux conditions initiales. Le sens de lancer, le point de lancement à t égale 0. Donc, l'équation devient Vz de t égale plus gt plus v0. C'est l'équation horaire du vitesse. La question 4, l'équation horaire du mouvement z de t. Donc, on a d de z sur dt égale à vz. Alors, z, c'est la primitive de vz. Donc, d de z sur dt égale à l'équation gt plus v0. Donc, par intégration, on trouve z de t égale plus 1 demi g fois t carré plus v0 fois t plus la constante. On a dit que la constante c'est la fonction à l'instant 0, c'est-à-dire z0. Et on a trouvé déjà, d'après les conditions initiales, que z0 égale à z0 égale à 0. Le lancement depuis l'origine O. Alors, l'équation horaire devient 1 demi g fois t carré plus v0 fois t. La question 5, la nature du mouvement. Le chute est vertical, c'est-à-dire la trajectoire du mouvement est verticale, donc le mouvement est rectiligne. Et comme AG égale à G égale une constante, champ de pesanteur uniforme, alors le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Entre parenthèses, accéléré car AG est positif. Conclusion, le mouvement de chute libre verticale est un mouvement uniformément accéléré. Donc, les conditions initiales jouent un rôle très important dans la détermination des équations horaires du mouvement. Et aussi, l'orientation de l'axe OZ est également très importante. Je vous donne un exemple. Résumé. Pour un axe OZ orienté vers le bas, on a AZ égale plus G. VZ égale à GT plus ou moins V0. Si V0 vers le bas, on va écrire plus. Si V0 vers le haut, le sens est opposé, on va écrire le signe moins. L'équation horaire z de t égale 1 demi g fois t carré plus ou moins v0 t plus z0. Si OZ orienté vers le haut, dans ce cas, on va trouver AZ égale à moins G. Pourquoi? Parce que les sens sont opposés. G vers le bas. Pour VZ, c'est moins GT plus ou moins V0. Si la vitesse initiale égale 0, donc on va écrire 0. Finalement, Z de T 1 demi G T carré plus ou moins V0T plus Z0. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires. S'il y a des remarques, écrivez-la aussi. Un exercice type bac, il va s'afficher sur l'écran. Rédige-la pour s'entraîner. S'abonner et partager la vidéo avec vos amis et vos collègues. Au revoir, à la prochaine vidéo.